Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est d'un roi oublié que voulait nous parler Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. On a célébré l'année dernière le 500e anniversaire de la mort du roi Louis XII. En fait, à cette occasion, on a surtout parlé de l'avènement de son successeur, François Ier, ce qui me paraît être une injustice, car en vérité, Louis XII a été un roi très important, très intéressant. J'espère vous le prouver cet après-midi. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Le père du peuple, c'était le surnom de Louis XII, bien entendu, qui donc est mort le 1er janvier de l'an 1500. Vous voyez qu'il y a eu en tout cas 500 ans, il y a très peu de temps. Alors là encore d'ailleurs, il faudrait savoir s'il est mort en 1499 ou en 1500 selon qu'on parle ancien style ou nouveau style, mais vous me permettrez d'adopter le calendrier actuel bien entendu. C'est le 500e anniversaire de la mort de ce Louis XII dont on ne parle jamais. Voltaire lui rendait hommage dans la Henriade. Je vous propose d'ailleurs d'entendre ces quelques vers de la plume de Voltaire. Le sage Louis XII, au milieu de ses rois, s'élève comme un cèdre et leur donne des lois, écrivait Voltaire. Ce roi qu'à nos aïeux donna le ciel propice, sur son trône avec lui fit asseoir la justice. Il pardonna souvent, il régna sur les cœurs, et des yeux de son peuple il essuya les pleurs. Le peuple était heureux, le roi couvert de gloire. De ses aimables lois chacun portait les fruits. Revenez, heureux temps, sous un autre Louis. Eh oui, il aurait bien aimé, Voltaire, que le règne de Louis XV fût digne de celui de Louis XII. Le roi en question a toujours été malade. Il est d'une santé fragile, d'une complexion délicate, comme on disait jadis, et il a toujours subi toutes sortes de maladies, d'infections. On l'a cru mort en 1504, on l'a cru mort en 1505. Bon, il retombe malade en décembre 1514. Là, cette fois, il est au plus mal. Il va passer son temps alité au Louvre. Il souffre d'hémorragie intestinale. Il en a plusieurs par semaine, avec des crises de gouttes. C'est terrible, la goutte, parce que c'est très épuisant. La douleur même a quelque chose d'épuisant, d'éprouvant. Le roi est très amaigri. Il est même quasi squelettique. Et le paradoxe, c'est qu'il a à son chevet une épouse qui, elle, est toute jeune, toute fraîche, elle est ravissante, Marie Tudor. Ils avaient 35 ans d'écart, on va en parler tout à l'heure bien entendu. Elle est là, elle chante, elle joue du luth pour essayer de l'apaiser, mais le roi est vraiment, il le sent, à l'agonie. D'ailleurs, on va lui faire quitter sa grande chambre glacée du Louvre pour aller s'installer dans l'atmosphère un peu plus feutrée de l'hôtel Saint-Paul aux Tournelles. Qui est-il, ce Louis XII ? Eh bien, c'était le fils de Charles d'Orléans. Vous savez, le merveilleux poète Charles d'Orléans. Il était aussi le fils de Marie de Clèves par la même occasion, bien entendu. Je vous donne un poème de Charles d'Orléans que vous avez peut-être appris à l'école parmi d'autres. On commence cette émission par des vers aujourd'hui. Qui, quoi, comment, à qui, pourquoi ? Passé, présent ou avenir, quand me viennent en souvenir, mon cœur en pensée n'est pas quoi. Au fort, plus avant que ne doit, jamais je ne pense en guérir. Qui, quoi, comment, à qui, pourquoi, passé, présent ou avenir. Il y avait une grâce, il y avait une luminosité dans la poésie de ce prince poète qui donc était captif des Anglais et qui était lui-même de la lignée des Orléans, du frère de Charles VI, le fameux duc d'Orléans dont on disait qu'il avait eu, vous savez, une aventure, même un peu plus que cela, avec la reine Isabeau de Bavière. Cela fait évidemment de notre duc d'Orléans, du jeune duc d'Orléans dont nous allons parler nous, le cousin, le neveu de plusieurs rois de France, bien entendu. Il n'est pas a priori destiné à régner. À la mort de son père Charles, il n'a que 3 ans et le roi Louis XI,
qui à l'époque ne règne que depuis quelques années, le roi Louis XI le prend un peu sous son aile. Il va devenir son tuteur. Il se charge lui-même de son éducation. Il se charge non seulement de sa formation civile et militaire, mais il se charge également de son éducation religieuse. Il se charge de ce qu'on appelait à l'époque son établissement. Il va lui donner pour épouse sa propre fille, sa fille Jeanne. Elle a 9 ans, lui n'en a que 11. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de mariage arrangé, bien sûr, qu'on faisait quasiment pas tout à fait au berceau, mais presque. Alors on se dit, c'est quand même formidable, c'est merveilleux de la part de Louis XI de songer à donner sa fille à son neveu, comme ça, c'est magnifique. Oui, sauf que, en l'occurrence, la fille, c'est Jeanne, dite la boiteuse, vous savez, elle est dotée, la pauvre, d'un physique pour le moins ingrat, elle est même carrément difforme, disons-le. Et cet extérieur, cette enveloppe très ingrate, en revanche, est compensée par un intérieur merveilleux, car c'est une personne intelligente, bonne, très pieuse. Vous verrez ce que ça lui vaudra à la pauvre. Et puis il faut dire aussi que pour compenser, son père l'a très richement doté. Louis, de son côté, est décrit comme un gentilhomme au caractère chevaleresque, et à la mort de son beau-père Louis XI, il va s'engager dans les guerres d'Italie auprès de son beau-frère le roi Charles VIII. Alors ça s'est pas passé aussi vite et aussi bien, parce que pendant toute la minorité de Charles VIII, à l'époque de la régence d'Anne de Beaujeu, la moins sotte femme qui fut en France, disait Louis XI, on va le voir prendre une part essentielle à ce qu'on appelle la guerre folle. Il agite les grands barons du royaume contre le tout jeune roi. Et alors ce qui est étonnant, c'est que ce jeune roi va se réconcilier avec Louis par la même occasion. Il va se réconcilier avec son cousin sans demander l'avis de sa sœur, car Anne de Beaujeu ne serait pas du tout d'accord. Mais Charles va pardonner, et c'est comme ça qu'on va voir le duc d'Orléans s'engager donc dans cette guerre d'Italie. Il est fort de 30 000 hommes. Il va d'ailleurs conquérir Naples. Simplement, une alliance organisé par le pape Alexandre VI. Alors quand je vous dis ça, le pape Alexandre VI, c'est le fameux pape Borgia. Vous savez, c'est le pape des 2 séries télé actuelles, là. Personnage terrible, c'est le père évidemment de César Borgia. C'est lui qui va réunir le duc de Milan, le roi d'Espagne Ferdinand d'Aragon, l'empereur Maximilien, etc. Et il va contraindre le cousin du roi de France d'abandonner ses prétentions. Résultat, l'armée va rentrer sans vraiment combattre, mais le roi, lui, rentre les mains vides. Et Louis XII, de son côté, gardera cette obsession des conquêtes italiennes tout au long de sa vie. Vous savez, on lui prête une phrase qu'il n'a probablement jamais prononcée. Il aurait dit que le roi de France ne vengeait pas les injures faites au duc d'Orléans. En tout cas, sur le plan diplomatique, et notamment pour ce qui concerne le Milanais, il n'aura de cesse, une fois devenu roi, de venger ses impatiences adolescentes. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, et à la vie de Louis XII. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce pauvre Louis, pour l'instant duc d'Orléans, si mal marié, n'a Dieu que pour l'épouse d'un jeune roi, Charles VIII, cette Anne de Bretagne qu'il trouve vraiment extraordinaire. Et ce qu'il ignore encore pour le moment, c'est qu'un jour elle deviendra sa femme, et que lui-même d'ailleurs sera roi de France, parce que en 1498, Charles VIII, vous savez, on connaît cette histoire, il est au château d'Amboise, il veut assister à un jeu de paume, un match de paume, c'est l'ancêtre du tennis, et descendant par des coursives pas très propres des bas de la muraille d'Amboise, il va passer dans une galerie dont l'issue est trop basse, il heurte son front au linteau, et il devait marcher très vite, vous savez, il était dans un mouvement comme ça, paf, il est arrêté net, il se cogne la tête, il se fait une fracture du crâne terrible et il va en mourir, mort stupide s'il en fut, d'ailleurs dans des souffrances atroces parce qu'il est mort en 5 ou 6 heures, mais le roi Charles VIII est donc mort. Et qui est son plus... Il n'a pas eu d'enfant mâle, en tout cas qui est survécu, donc qui est son plus proche parent? Eh bien, c'est ce duc d'Orléans qui à ce moment-là devient notre roi Louis XII. On est à cette époque, je vous ai parlé donc des guerres d'Italie, il y a ce vent de nouveautés qui souffle, cette redécouverte de l'antique, cette nouvelle culture qu'on pourrait appeler humaniste et qui déjà s'était légèrement infiltrée dans la France encore médiévale, dans la suite de Valentine Visconti. Valentine Visconti était l'épouse du duc d'Orléans, le frère de Charles VI. Et d'ailleurs, elle est donc
par définition, la grand-mère de notre actuel duc d'Orléans, devenu le roi Louis XII. Or, cette Valentine Visconti, elle avait des droits sur un certain nombre de territoires italiens, et notamment, essentiellement, sur la perle de l'Italie, sur Naples. Ce qui veut dire que, il n'attend pas longtemps, 1 an après son avènement, le nouveau roi Louis XII se lance dans l'aventure, tête baissée, le voilà outremont, comme on disait à l'époque, de l'autre côté des Alpes. Il remporte une première victoire à Pavie, comme quoi le nom de Pavie n'est pas dans l'histoire de France uniquement synonyme de très lourde défaite. Il va l'emporter à Milan. On le voit qui assoit tôt sa domination sur tout ce duché de Milan. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle le duché de Milan, c'est toute la partie nord de l'Italie actuelle. Mais peu à peu, il va, avec ses troupes françaises, il va descendre dans la péninsule, il s'impose à Naples, il va s'installer littéralement à Naples pendant 3 ans, avant d'être trahi par Ferdinand d'Aragon, et là il va devoir à son tour évacuer le royaume de Naples. Vous savez, les allers et les retours de la France en Italie en général et à Naples en particulier, ça ressemble à une véritable marée. On a l'impression comme ça qu'il y a des avancées, des reculs constamment, ça se perpétuera sous le règne suivant, sous le règne de François Ier, bien entendu. Plus tard, c'est le Milanais qui va finir par échapper aussi à Louis XII. Les Suisses, les Anglais, épaulés par le nouveau pape Jules II. Vous savez, le cardinal Della Rovere, grand ennemi d'Alexandre VI au demeurant, avait dans un premier temps voulu passer pour celui qui défendait la domination française. Il était dans le conclave celui qui passait pour l'agent des Français. En fait, une fois installé sur le trône de Saint-Pierre, il va devenir le pire ennemi de la France. Il va pousser un certain nombre de grandes familles italiennes à s'allier contre les Français. C'est la perte du Milanais pour Louis XII, avec cette sanglante défaite de Novare sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, et disons-le, l'Italie est perdue. Alors, il est certain que si Louis XII avait vraiment voulu, il aurait pu développer considérablement l'armée française, il aurait pu augmenter les impôts pour ce faire. Mais il a procédé autrement. D'abord, il refuse que les dépenses militaires soient augmentées, et d'autre part, il va négocier, d'ailleurs ça n'est pas forcément à sa gloire ça, mais il va négocier un certain nombre d'accords, notamment avec le pape Jules II, en lui promettant des territoires. Je pense notamment aux Valentinois, qui pour l'occasion est érigé en véritable duché. On va lui reprocher cette parcimonie. Il y a un chevalier d'ailleurs qui un jour s'adresse ainsi au roi, je cite le chevalier qui lui dit « Sire, depuis le jour que nous sommes entrés au royaume de Naples, nous n'avons plus vu de vivres ni d'argent. 40 jours durant, ayant les ennemis devant nous et ces griveleurs derrière, nous avons plutôt trouvé du pain et des munitions parmi nos ennemis à la pointe de l'épée que nous n'en avons eu de ceux qui auraient dû nous en fournir, c'est-à-dire en l'occurrence de vos propres services, sire. » Vous voyez d'où vient la réputation un peu d'avarice, de radinerie de Louis XII. Et en même temps, c'est d'abord et avant tout une réputation d'épargne. Ce sont des vertus d'épargne au sens propre du mot, c'est-à-dire qu'il essaie d'épargner autant que faire se peut, il essaie de ménager autant que faire se peut ses sujets. Louis XII va tenir des comptes rigoureux et, si vous me passez l'expression, il préfère se serrer la ceinture plutôt que d'imposer à son peuple de trop lourds sacrifices. Vous voyez pourquoi petit à petit va émerger cet engouement populaire et cette appellation de père du peuple. Le roi disait « J'aime mieux voir les courtisans rire de mon avarice que de voir mon peuple pleurer de mes dépenses ». On peut faire confiance à certains historiens du 19e siècle pour avoir formalisé ce genre de formule une fois pour toutes, mais c'est exactement en tout cas l'état d'esprit de Louis XII qui va aller, c'est très très rare ça, qui va aller jusqu'à baisser les impôts. Vous savez que le grand impôt, le principal impôt de l'époque, c'était ce qu'on appelait la taille, qui pesait sur le tiers-état, qui pesait sur les gens pauvres pour parler clairement. Eh bien, la taille est réduite d'1/4 de son montant. Sous le règne de Louis XII, c'est quand même assez extraordinaire. La volonté de réforme de ce roi est très étendue. Il réforme la justice en rédigeant des coutumes, ce que nous appellerions, nous, si vous voulez, une jurisprudence. Il n'a jamais fait mourir d'homme par justice soudaine, nous dit un chroniqueur, quelle que soit la nature du délit, et même s'il était lui-même visé par les atteintes. Il va encourager les magistrats à rendre une justice moins coûteuse
plus rapide, plus efficace. Il fait également un tri dans ces fameux magistrats pour essayer de sélectionner les hommes les plus éclairés, les plus honnêtes. Cette espèce de volonté de justice chez le roi s'accompagne par ailleurs d'une véritable tolérance. À une époque où les tensions religieuses sont vives, elles ne le seront que davantage avec l'émergence très prochaine de la Réforme, bien entendu. N'oubliez pas que dans quelques décennies, on va sombrer dans les terribles guerres de religion, mais pour ce qui est de Louis XII, il a tout fait pour calmer le jeu. Il met notamment un terme aux persécutions qui visent les fameux Vaudois. Il passe d'ailleurs, c'est au cours d'un de ses voyages, il part pour l'Italie, et alors on lui présente le dossier de ces Vaudois, qui sont des hérétiques du sud-est de la France. Quand je dis des hérétiques, c'est un petit peu des cathares, si vous voulez, mais qui ne font de mal à personne, qui paient gentiment leurs impôts, etc., et qui ont leur propre vision de la religion. Et alors le roi dit, mais attendez, avant de les condamner, parce qu'on lui dit, il faut les brûler, sire, il faut que vous donniez des arrêtés, que le roi a le droit de haute et basse justice, il peut, s'il veut, décider de condamner. Il dit, mais avant ça, j'aimerais me renseigner. Alors il étudie la question de près, et il dit, mais ces gens-là sont meilleurs chrétiens que nous, dit-il. Et il passe son chemin, et il les exonère. On ne pourra pas en dire autant de son successeur. Vous savez à quel point François Ier sera terrible concernant cette hérésie vaudoise. Ce sera d'ailleurs le grand massacre de la fin de son règne. Alors que Louis XII, lui, prône la liberté de conscience. Et c'est ce roi-là qu'on oublie, et c'est ce roi-là qu'on a tendance à traiter avec un certain mépris. Il me semble qu'on devrait se pencher davantage sur son sort. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire, nous, dans quelques instants. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, est celui qu'on surnommait le père du peuple, Louis XII. Vincent Mottez, notre invité, me fait remarquer que j'ai dit que Louis XII était mort en 1500. Et évidemment, vous aurez rectifié de vous-même. Il y a 500 ans, donc c'était en 1515. Et c'est une date qu'on n'oublie pas, le 1er janvier 1515. On dit toujours avènement de François Ier, mais on peut dire aussi, par définition, mort de Louis XII. Donc, je vous disais que le roi se dit que en épousant la veuve du roi Charles VIII, en épousant Anne de Bretagne, il pourrait joindre l'utile à l'agréable. Elle est d'une grande beauté, elle est merveilleuse, Anne, et je vous dis qu'il l'observait depuis très longtemps, avec ses grands yeux vifs, et cette physionomie toujours souriante, avec également cette sorte de force intime qui est la sienne. Ça permettrait aussi, politiquement, et peut-être surtout, de conserver la Bretagne dans le giron français, bien entendu, puisqu'elle est duchesse de Bretagne, Anne. Donc, Louis XII est bien décidé à épouser celle qui, autrefois, était sa cousine par alliance, qui était donc l'épouse du précédent roi. Simplement, pour ça, il faut régler son sort à la pauvre Jeanne. Vous savez qu'il a épousé Jeanne la Boiteuse, la fille de Louis XI. Alors ça suppose que le pape donne son accord à l'annulation d'un mariage qui a tout de même duré 22 ans. Il faut prouver que le mariage n'a pas été consommé. Là, vraiment, ça n'est pas un point à retenir au crédit de Louis XII. Le moins qu'on puisse dire est que dans cette affaire, on va en reparler dans un instant, mais dans cette affaire, il a été absolument odieux, pour tout vous dire. Mais comme il est en face d'un pape à peu près aussi odieux que lui sur le sujet, donc en l'occurrence toujours Alexandre VI, il va obtenir l'annulation. Jeanne entre au couvent de Bourges, elle fonde la congrégation de l'Annonciation et de l'Incarnation, elle finira béatifiée et si je puis dire, elle le mérite. Car elle a été, autant son mari s'est montré assez sordide dans cette histoire, autant elle a été assez exemplaire. Le roi va donc pouvoir épouser Anne de Bretagne. Il est tout simplement amoureux de sa nouvelle épouse qu'il appelle ma Bretonne. Et la seule ombre au tableau, c'est qu'elle ne parvient pas à lui donner d'héritier mâle. Il va y avoir 4 enfants qui vont naître sur 8 grossesses. Et les 2 garçons ne survivent pas longtemps. Seuls survivront les 2 filles. Claude, qui deviendra plus tard l'épouse de François Ier, la reine Claude de France, et puis Renée de France, qui deviendra plus tard duchesse de Ferrare. Anne de Bretagne n'a aucune intention, il faut le dire, de donner sa fille aînée, Claude, à ce comte d'Angoulême, qui est le plus proche parent de son mari maintenant, et qui pourrait donc devenir le roi, en l'absence d'héritier. Elle a de toute autre ambition. Elle voudrait que sa fille épouse Charles d'Autriche, le futur Charles Quint, qui lui est le descendant des Habsbourg, et le représentant de la maison de Habsbourg.
Le roi est très malade dans les années 1504, 1505. On se dit qu'il va mourir. On se dit que c'est la reine Anne qui va prendre en main les rênes de l'État et qu'elle va pouvoir mener à bien toutes ses alliances, etc. Et contre toute attente, c'est l'inverse qui se produit. C'est la reine qui ne survit pas au roi. Elle est emportée par la maladie de la pierre à seulement 39 ans. Elle était malade depuis sa dernière fausse couche. Évidemment, le roi est complètement effondré. Cette épouse l'a quitté sans même lui donner cet héritier mâle dont il avait tellement besoin. On le voit qui pleure, on se dit qu'il est fini. Il lui offre d'ailleurs des funérailles absolument somptueuses. Au passage, il va donner la main de sa fille aînée, lui, à son cousin François d'Angoulême. Et alors là, c'est comme s'il l'adoubait en quelque sorte. Il le désigne naturellement comme son héritier, ce qu'il est selon les lois fondamentales du royaume. Pourtant, il ne se fait aucune illusion sur François Ier. Et là-dessus aussi, nous allons revenir. Il a cette phrase terrible à propos de François. Il dit « Oh, ce gros garçon gâtera tout ». Alors on se dit que c'en est terminé, que la fin du règne de Louis XII n'est plus qu'une formalité. Eh bien non, au dernier moment, le voilà, qui va épouser la sœur d'Henri VIII d'Angleterre, qui va épouser la sublime Marie Tudor. Elle est toute jeune, elle a 16 ans et demi, elle est absolument divine, elle épouse un barbon, il faut bien le dire, qui complètement est infirme, malade et ça. Mais il est alors là transi d'amour pour elle, il espère bien qu'elle va enfin lui donner cet héritier qu'il attend. La seule chose, c'est qu'elle ne va parvenir qu'à l'épuiser totalement et il va mourir sans doute d'épuisement amoureux, ce pauvre roi Louis XII. Il a fait le 31 décembre 1514, la veille de sa mort, il a fait venir François d'Angoulême à son chevet. Évidemment qu'il l'a désigné comme son successeur. Avait-il le choix? Évidemment, je vous l'ai dit, il ne se fait pas la moindre illusion sur la suite. Bonjour Vincent Mottez. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir rectifié d'abord cette erreur de date. Nous allons revenir avec vous sur un certain nombre des aspects de ce règne de Louis XII et on va essayer de donner corps à ce qui devrait constituer la belle légende de Louis XII et qui malheureusement est un peu aujourd'hui passé aux oubliettes. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Louis XII avec votre invité Vincent Mottez, journaliste à Historia. Alors, non seulement journaliste à Historia, mais responsable de la célèbre rubrique Un illustre inconnu. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de vous inviter, Vincent Mottez, parce que, évidemment, on peut dire de Louis XII qu'il est un illustre inconnu. Exactement. C'est un roi qui n'a pas la postérité qu'il mérite. Et vous avez bien raison de lui rendre justice, parce que c'était non seulement un bon roi, mais c'était même un très bon roi, puisque sous son règne, le royaume de France est la première puissance en Europe. Il est présenté comme le prince le plus puissant, par ses rivaux, par ses contemporains. Et il est adoré, voire adulé, sa frise d'idolâtrie par son peuple. C'est quand même assez étonnant ça. Le peuple a été habitué avec Louis XI à un roi totalement absent. Oui. Qui était presque une sorte de fantôme de roi. Sous Charles VIII, évidemment, il y a eu cette longue et pénible minorité pendant laquelle Anne de Beaujeu a régné et sans douceur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la fille de son père. Le règne de Charles VIII a été assez étrange puisque Charles VIII a passé son temps dans les combats à l'étranger, si je puis dire. C'est un roi de guerre, en quelque sorte. Et puis voilà que le duc d'Orléans devient roi. Il est âgé, enfin quand je dis âgé, il a 36 ans quand il devient roi. Pour l'époque, c'est un homme rassis, disons, comme on disait. Il n'est pas très beau, il n'est pas a priori très aimable, et le peuple se prend d'amour pour ce roi. Il doit bien y avoir des raisons objectives. Alors oui, il y a toute une série de raisons, à commencer par les réformes. Et il faut dire aussi que lui aussi est un roi de guerre, mais sauf que la guerre, il l'amène à l'extérieur, en l'occurrence en Italie, et il préserve le royaume. Il y a une certaine paix pendant tout son règne, bon, à part quelques conflits, notamment à Calais avec les Anglais à la fin de son règne. Mais globalement, il a la possibilité de mener des réformes pérennes, puisque la paix est dans le royaume. Donc, par exemple, Bainville nous dit « Autant que les peuples peuvent être heureux, les Français d'alors semblent l'avoir été. Il y a peu de périodes où ils se soient montrés aussi contents de leur gouvernement. Sous Louis XII, c'est un concert de bénédiction. Depuis Saint-Louis, pareil épanouissement ne s'était vu à ces moments-là. On bénit le pouvoir. » Donc il n'y avait pas les sondages d'opinion, mais s'il y en avait eu. Avec une très grande différence, si on compare le règne de Louis XII à celui de Saint-Louis, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'esprit d'une théocratie et de l'installation d'un pouvoir religieux. On est au contraire dans un pouvoir qui se veut relativement modéré sur ce plan-là. Oui, alors
c'est vrai, il y a effectivement une tolérance, mais Louis XII est le roi très chrétien, très pieux, qui croit en plus à son destin messianique. Il pense que le royaume de France a un destin missionné et que son rôle, en tout cas, ou de ses successeurs, est d'être le dernier empereur qui rassemblerait toutes les couronnes pour les remettre au Christ. Pour créer ce qu'on appelait à l'époque la chrétienté universelle. Absolument. Ce sera d'ailleurs le but poursuivi par son successeur, François Ier, on y viendra tout à l'heure, avec toutes les insuffisances que l'on sait. Louis XII va réformer, nous dites-vous. Alors, il réforme la justice, il réforme les finances, il réforme l'administration, et tout ça sur le mode d'une certaine prudence. Est-ce qu'on peut l'appeler le roi sage, le roi prudent ? Oui, on peut dire ça. C'est vrai que vous l'avez dit, son livre de chevet, c'est le De Orifice de Cicéron. Il aime aussi, il aime beaucoup lire les pensées de Marc Aurèle. Donc ce goût du retour à l'antique à l'époque. Retour à l'antique, tout à fait. En fait, il a 3 surnoms sur lesquels on pourrait revenir. Il y a bien sûr le père du peuple, qui est plus qu'un surnom, c'est une titulature. Mais il y en a 2 autres plus officieux. C'est-à-dire que c'est son titre officiel dans la liste des rois de France. Et voilà, elle lui est décernée par le chanoine de Notre-Dame de Paris, Thomas Bricot, lors des États généraux de 1506. Donc le père du peuple. Juste après on va dire sa miraculeuse guérison d'ailleurs. Hein. Oui, alors oui. Il sort de maladie à cette époque-là. Absolument. Et il y a 2 autres surnoms qui sont plus, disons, officieux, mais pourtant la propagande royale s'en sert quand même. C'est le roi sans dol. Donc dol, c'est la même racine que doléance, c'est-à-dire le roi sans grief, sans animosité, pour montrer sa volonté de justice et d'être au-dessus des partis. Vous avez rappelé la phrase « Le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans ». Qui, Dieu sait, en avait reçu un certain nombre. Absolument. C'est une phrase de roi, disons. Et le troisième plutôt surnom, c'est le roi des abeilles. Alors je ne sais pas si vous avez en tête cette fameuse peinture de 1506 où on voit donc le roi à cheval si, je suis sûr que faire une entrée, parce que c'est une entrée triomphale à Gênes, et sur sa cotte et celle de son cheval, on peut voir. Il est habillé en chevalier, il est somptueux là, oui c'est ça. Et alors si on a le sens de l'observation, on peut observer sur sa cotte une ruche entourée d'un essaim doré. Et en fait, ça fait référence à ce surnom, le roi des abeilles. Et le roi des abeilles, ça veut dire quoi ? La ruche, depuis l'Antiquité, c'est un peu l'allégorie du gouvernement bien ordonné autour de son roi qui ne fait pas usage de son aiguillon. Voilà, donc qui n'attaque pas. Ce qui est assez étrange, c'est que ce roi se soit montré si bon une fois sur le trône, après avoir été un prince si mauvais, si je puis dire, pendant toute l'époque de la minorité du règne de Charles VIII. Ça fait un peu penser, si l'on peut dire, et on pourrait établir un certain nombre de parallèles, avec la vie du comte de Provence, qui ne facilite pas forcément le règne de son frère Louis XVI, même pendant la Révolution française, et qui ensuite, une fois devenu le roi Louis XVIII, se montrera à son tour aussi assez sage, comme ça, et assez mesuré. Comme si ces princes bouillait d'avoir le pouvoir, et une fois au pouvoir, assumait pleinement les charges qui sont les leurs. Et oui, c'est peut-être l'onction qui fait une prise de conscience. En tout cas, c'est clairement le cas avec Louis XII, qui a une jeunesse, j'allais dire dissolue, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, c'est un coureur de jupons avant de rentrer dans le rang. Et bien sûr, il prend une part active à la guerre folle. Il en est l'un des protagonistes. Alors la guerre folle, c'est une nouvelle ligue du bien public. C'est les grands féodaux qui contestent l'autorité royale. Il s'estime lésé, donc il guerroie, il est incarcéré pendant 3 ans, il est arrêté par Louis de la Trémoille, mais à qui il pardonnera, puisqu'il il le fera grand chambellan pendant son règne, et donc il sera... On a l'impression que ce roi, une fois sur le trône, a passé son temps à dépasser les problèmes, à surmonter les obstacles, à pardonner, comme si constamment il mettait son mouchoir par-dessus, d'une certaine manière. Absolument. En fait, on pourrait dire que c'est l'anti-Louis XI, mais aussi l'anti-François Ier. Il ne se venge pas. Il ne se venge pas. Louis XI est très rancunier, il est très menaçant. D'ailleurs, Louis XI a exercé une influence capitale sur Louis XII. Bon, bien sûr, vous l'avez rappelé, il y a Charles VIII entre-temps, mais c'est Louis XI son parrain, c'est lui qui lui impose ce mariage avec Jeanne la Boiteuse. Donc il subit cette contrainte et il essaiera au fur et à mesure de son règne de ménager. En fait, on peut dire qu'il ménage un peu la chèvre et le chou, si vous me passez cette expression, parce que il a cette espèce d'attitude magnanime à l'égard du peuple en baissant les impôts.
en laissant la noblesse dont il vient, hein, c'est un prince, on parlait de la guerre folle, tout en laissant la noblesse s'affirmer, il n'essaie pas de la castrer comme on le verra plus tard avec les Bourbons. Alors néanmoins, il va se lancer dans cette aventure italienne, comme l'avait fait Charles VIII avant lui et comme malheureusement François Ier le fera après. On peut pas dire qu'il soit très victorieux. Là, c'est un échec sur toute la ligne, cette histoire. Ça se termine par un échec. Bon, les frontières du royaume sont les mêmes au début et à la fin de son règne, donc oui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'apport de ce côté-là. Match nul, enfin pas match nul, mais on revient au point de départ. Pas si nul que ça, puisque c'est grâce aux campagnes d'Italie qu'il peut financer ses réformes. Parce que s'il baisse les impôts, c'est aussi parce que d'autres font entrer de l'argent ou même de l'or dans les caisses. Il faut avouer que le bonheur des Français est financé par les Italiens. Donc c'est un bilan qui n'est pas si nul. Alors les campagnes d'Italie, donc elles ont deux objectifs, vous l'avez rappelé, c'était de faire valoir son droit féodal, hein, de par Valentine Visconti sur le comté d'Asti pour la partie nord, et pour la partie sud, le royaume de Naples, qu'il estime devoir revenir dans l'escarcelle du royaume de France suite aux Anjou, disons à la défection des Anjou qui s'était imposée avec Charles Ier. En fait, il essaye pas d'accaparer, mais il essaye plutôt de récupérer. Et disons aussi une autre chose par rapport à l'Italie, si les frontières sont plus ou moins fixes entre les grandes puissances, l'Italie est à cette époque très morcelée, très éparpillée, très riche aussi, donc les volontés impériales vont se jouer en Italie. Rappelons que depuis le Moyen-Âge, depuis Charlemagne, disons, jusqu'à Napoléon, qui lui-même s'est fait sacrer roi de Rome, tout empereur digne de ce nom doit être roi des Romains. On n'est pas vraiment empereur si on n'est pas roi des Romains. D'une façon plus générale, on peut dire aussi que Louis XII a assumer le pouvoir à travers une certaine violence intime. C'est-à-dire que il se sépare donc de son épouse après un long mariage, cette pauvre Jeanne de France qui était tellement merveilleuse, au moral, je dis bien. Oui, au moral. Il y a trois raisons. Bon, d'abord, Jeanne de France, elle lui était imposée par Louis XI. Hein. C'est ce qu'il invoquera d'ailleurs auprès. C'était pas du tout un mariage consenti. Il avait 11 ans à l'époque. Absolument pas. C'est ce qu'il invoquera auprès du pape Alexandre VI. Donc la contrainte de Louis XI, la prétendue non-consommation, même si là, bon, on peut. Ça paraît peu probable. Enfin, cela dit, il avait un vrai dégoût pour. Une aversion pour son épouse. Il supportait pas de la voir, même quand il rentrait de campagne. Sa simple présence l'indisposait, absolument. Et la troisième raison, il invoque devant le pape. Alors, c'est son infertilité supposée, puisque on pense que par ses infirmités, évidemment, elle ne peut être qu'infertile. Alors ça, évidemment, c'est difficile à prouver. Elle subit tout ça, elle semble dire. Oui. Lui va donc réépouser ensuite, enfin il va épouser la veuve de son prédécesseur, hein, il va épouser Anne de Bretagne. Ce qui était prévu dans les clauses du mariage avec Charles VIII par Louis XI. D'ailleurs, je crois qu'Anne de Bretagne s'est laissé faire douce violence puisqu'elle trouvait le duc d'Orléans tout à fait charmant. Alors elle a pleuré Charles VIII pendant, disons juste après sa mort, mais elle s'est très vite remise effectivement avec Louis XII qui, dans sa tempérance légendaire, lui laisse beaucoup de liberté et n'essaie pas vraiment de l'abrimer. Mais quelle idée a-t-il eu par la suite d'aller épouser cette jeune Marie Tudor ? Quelle idée ? C'est la descendance, tout simplement. C'est qu'il est au soir de son règne, il n'a toujours pas d'héritier mâle. Voilà, il avec Marie Tudor, bon, il y a une alliance, hein, bien sûr, c'est la sœur d'Henri VIII d'Angleterre, et il espère avant tout avoir un héritier mâle. Donc c'est pour ça, vous l'avez dit, qu'il essaye avec acharnement, un acharnement qui a peut-être causé son extinction, sa mort anticipée à 53 ans. Ce que je voudrais, c'est que nous venions maintenant à la postérité de Louis XII. Le moins qu'on puisse dire est que les historiens du 19e siècle n'ont pas jeté sur son règne le même type de regard. D'un côté, Chateaubriand écrit « Louis XII a obtenu le plus beau surnom des rois de France. Il fut tout d'une voix appelé le père du peuple. Et ici, le mot peuple a une grande valeur et annonce une révolution. Ce n'est point un mot banal appliqué à une foule depuis longtemps gouvernée par un maître. C'est un mot nouvellement introduit dans la langue pour désigner une jeune nation affranchie, formée des débris des serfs et des corvéables de la féodalité. Ça, c'est la bonne vision de Louis XII. Et puis alors, de l'autre côté, celui qui a valu à Louis XII sa mauvaise réputation, c'est Michelet, qui le taxe d'à peu près tout, hein, de royale vulgarité, de figure vulgaire, etc. Il dit, peut-on appeler ce talent l'habileté d'un vrai grand homme ? Non. Un grand homme fait beaucoup avec peu, et celui-ci fit peu avec beaucoup, étant toujours énormément trop fort pour les petites choses qu'il fit. Lequel des deux avait raison ? Nous y venons dans un instant.
Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. En 16 ans, elle est devenue tout simplement incontournable sur Europe 1. Je vous écoute presque tous les soirs et donc là maintenant c'est mon tour. Oui, Elle vous écoute, elle vous répond, elle vous accompagne. vous pouvez nous appeler. On se parle de tout dans cette émission. Elle, c'est la libre antenne d'Europe 1, l'émission de référence. Merci en tout cas de votre confiance. Vous aussi, venez vous confier 7 jours sur 7 à Caroline Dublanche et Sophie Peters en appelant le 3921. La libre antenne d'Europe 1. Est ouverte à partir de 22h30 en semaine et 23h le week-end. Europe 1, un temps d'avance. Embarquez à bord du Val d'Isère Snow Express. Week-end de 3 jours tout compris au départ de Paris, gare de Lyon, TGV spécial, hôtel, forfait de ski, piscine et wellness à partir de 370 € par personne. Dépêchez-vous, première classe offerte aux 100 premiers voyageurs. Informations sur www.valdisère-hotice.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron, ça se corse. Pour Lidl? Mais pour nous. Aujourd'hui, ils nous mettent les 3 pamplemousses corse, saveur de nos régions IGP, à 1,80 €. Les 3 pamplemousses corse à 1,80 €, 60 centimes pièce. Oh, en calcul mental, vous êtes imbattable, patron. Hein. Mais Lidl, c'est sur vrai prix qu'ils le sont. Et la qualité, j'en parle même pas. Origine France, of course. Oui, bien sûr. T'en as d'autres des comme ça? Parce qu'on est mal, tu sais. Oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 69 centimes le pamplemousse vendu seul, catégorie 1, origine France. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 119 € par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer taxe crédit by maintenance 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express Compact. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril, si acceptation par Diakessa, voir Renault.fr. Vous rêvez de mieux dormir? Testez l'efficacité naturelle Pure Essentiel. Pour mieux dormir, vaporisez chaque nuit le spray Pure Essentiel Sommeil Détente. Ces 12 huiles essentielles sont la solution douce et naturelle. 93% d'amélioration du sommeil garantie. Pure Essentiel Sommeil Détente, en pharmacie. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Encore mieux dormir, c'est possible avec le complément alimentaire Sommeil Plus de Pure Essentiel. Dans moins d'une minute sur Europe 1, c'est la suite d'Au cœur de l'histoire avec le grand portrait d'aujourd'hui consacré à Louis XII sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, de Louis XII avec votre invité Vincent Mottez, journaliste à Historia. Alors, qui faut-il croire? Est-ce que c'est plutôt Chateaubriand ou est-ce que c'est plutôt notre terrible Michelet? Je vous avoue que pendant que j'ai préparé tout cet ouvrage-là qui vient de sortir sur François Ier, je me suis beaucoup inspiré d'un ouvrage qui était paru en 1825 sur Louis XII et François Ier, un ouvrage de Pierre-Louis Roederer, académicien, homme politique lui-même, grand historien, un peu oublié aujourd'hui, et qui était d'une dureté folle contre François Ier, alors qu'au contraire, il nous dit qu'on est passé en quelque sorte à côté du règne de Louis XII. On a l'impression qu'au XIXe siècle, mais déjà au XVIIIe d'ailleurs, il y a un peu deux écoles, Vincent. Ah oui, alors sa postérité a été vraiment chahutée. Il y a eu des très hauts et des bas. Bon, d'abord, c'est vrai que Louis XII est très peu mentionné quand on évoque les rois de France, les grands rois. On pense à Louis XIV, Saint-Louis, Henri IV, etc. Nous sommes dans les studios d'Europe 1, rue François Ier. À ma connaissance, il n'y a pas de rue Louis XII. Une rue Louis XII. Et donc, comme vous le rappelez, vous-même, vous avez une publication sur François Ier qui montre que son règne était en réalité plus contrasté. Et avec Louis XII, il faudrait faire exactement la même révision, mais à la hausse. Alors, on l'a dit, sa popularité est énorme pendant son règne. À sa mort, le peuple est vraiment très attristé. On le regrette. Les chroniqueurs en font état. Et alors, jusqu'au XVIIIe siècle et même pendant la Révolution, vous avez parlé de Voltaire tout à l'heure. Même Montesquieu dit que c'est le premier citoyen qui confond, qui confond les intérêts du royaume dans ses intérêts. Donc c'est assez intéressant de voir que il est présenté encore sous la monarchie elle-même, sous Louis XIV, sous Louis XV, il est présenté comme un modèle de gouvernement. Alors, et sa première monographie, c'est l'historiographe de Gaston d'Orléans, exactement, qui l'a commandé. Mais il faut peut-être y voir, vous savez, Gaston d'Orléans, grand frondeur devant l'Éternel. Il faut peut-être y voir une critique voilée de l'absolutisme. Et puis surtout la défense de celui qui pourrait devenir le nouveau Louis XII. Enfin, ça doit être un peu
peu l'idée. Oui, c'est ça. C'est que, disons que à partir de François Ier, on peut dire que, disons que les déviances qu'ont le système de cour, c'est à partir de François Ier. Donc Louis XII, il marque un peu le dernier roi équilibré qui, disons, on va pas faire d'Uchronie, mais qui avait une vision pour éviter les excès qui ont conduit à la Révolution. Donc sous la Révolution, il continue à être très populaire. Exactement. Alors ça, c'est assez amusant, c'est qu'on a même un député, Charles Lambert de Bellan, qui propose de transférer le corps de Louis XII au Panthéon. Et comme vous le savez, hein, ça serait quand même amusant, pas mal, puisque le Panthéon était réservé roi de France au Panthéon. Et oui, voilà, c'était réservé aux grands hommes de la Révolution, mais ils ont abandonné l'idée à mesure que la terreur progressait. Hein. Ça, d'ailleurs, le député, ça lui a pas porté chance. L'idée est abandonnée, mais tout ça pour dire que à cette époque-là, on se disait s'il fallait en retenir qu'un, ça serait lui. C'est l'idée d'un roi démocratique, en fait, qui les États généraux de 1506 sont assez. C'est un bon exemple puisque c'est la première fois que les paysans sont représentés. Le tiers-État est majoritaire, donc vous voyez, c'est cette image qu'on garde de Louis XII, et c'est pour ça que des libéraux comme Roederer font allusion à Louis XII. On compare. Il devient un petit peu le point de ralliement en quelque sorte des libéraux. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, à travers la figure de Louis XII, c'est une certaine politique libérale qu'on essaie de défendre. C'est ça, hein, l'idée au XIXe siècle. Absolument. Et on va même jusqu'à comparer la charte de 1814 à l'ordonnance de Blois de 1499 pour montrer toutes ces réformes, voilà. Oui, le gouvernement modéré de Louis XVIII, c'est en quelque sorte, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est en quelque sorte la réédition du gouvernement modéré de Louis XII. Absolument. Comment expliquer? C'est les germes d'un parlementarisme monarchique. Si certains révolutionnaires ont à ce point aimé le père du peuple, comment expliquer que beaucoup plus tard, les historiens républicains lui aient taillé un costard, si je puis dire, parce que vraiment, Michelet notamment a été très dur. Hein, alors vous avez raison, c'est Michelet qui tire à boulet rouge sur Louis XII. Roi étrange, dit-il, il payait et ne faisait point de dette. Ben oui. Il dit bavard et imprudent, ridicule, colérique, il parle d'une royale stupidité, d'une figure vulgaire. Bon, alors c'est vrai que vous savez, certains auteurs ont tendance à prendre les paroles de Michelet pour paroles d'évangile, hein, et ce que dit Michelet après, ça reste, et parfois pour le meilleur, mais très bien dit, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est une plume extraordinaire, donc parfois pour le meilleur, en effet, mais parfois pour le pire, et c'est peut-être le cas avec Louis XII. Donc, vous savez, même le Lavis, hein, le manuel des écoliers, acte de cette décrépitude de Louis XII. J'aimerais finir par deux questions que nous posent nos auditeurs. Jean-Marc nous demande quelle a été son influence sur celui qui va lui succéder, c'est-à-dire sur François Ier. Son influence, c'est difficile à dire puisque François Ier fera vraiment tout le contraire. Vous voyez, en matière de tolérance, il va reprendre les persécutions. En matière de gouvernement, finance, ça va être l'explosion, l'hémorragie totale. Voilà. Et ce système de cour, hein, il va avoir sous son contrôle la noblesse. Il va être, disons, un des précurseurs de ce que fera Louis XIV, et pas forcément pour le meilleur aussi. Donc, que François Ier est l'anti-Louis XII. C'est exactement ça. Oui, on peut le dire. Et alors, une autre question qui nous est posée, je ne sais pas, par Ozymandias via Twitter, qui nous dit en tout cas que le mausolée de Louis XII et d'Anne de Bretagne est une pure merveille. Ça, c'est vrai, on peut souscrire à ce jugement. Hein. Bien sûr, on peut même... Dans la basilique royale de Saint-Denis. Chacun ses goûts, mais on peut dire que c'est peut-être le plus beau mausolée de la basilique avec... la basilique Saint-Denis, oui, bien sûr. Cette espèce de dais en marbre, avec sur 2 étages, avec les gisants... dentelle de marbre. Absolument. Tout à fait extraordinaire. Et les 4 statues qui symbolisent les vertus cardinales de tempérance, etc. Absolument. Et ça, justement, c'est un peu, ça rattrape un peu cette postérité injuste. Est-ce que je peux me permettre un conseil, Vincent Mottet? On pourrait vous proposer d'écrire un livre sur Louis XII après tous ces articles d'historiens. Ça serait un projet intéressant. Alors à tout seigneur, tout honneur, rendons quand même hommage à Didier Le Fur, hein, qui a été un des historiens qui ont remis au goût du jour, absolument, qui ont réhabilité sa très bonne biographie, ainsi que celle de Georges Bordenov, hein, qui avec son sens du récit légendaire est très intéressante. Donc oui, tout ça pour dire que Didier Le Fur, évidemment. Donc tout ça pour dire qu'effectivement c'est un champ à explorer, Louis XII, et disons sa postérité va peut-être refleurir. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Thomas envoyée via la fanpage Facebook de l'émission. Il voudrait savoir d'où vient l'expression Furia Francese. Eh bien, ça nous ramène exactement dans les guerres d'Italie et dans l'époque et dans le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui. C'est pas un hasard, hein. Je soupçonne l'équipe d'avoir précisément choisi cette question-là pour aller dans la suite de l'histoire de Louis XII. Alors, ça nous ramène à la toute fin du XVe siècle. On est le 6 juillet 1495, quand, au lendemain de la bataille de Fornoux, Charles VIII est en train de regagner la France après avoir, en quelque sorte, fait florès. Et sur le chemin de retour, les troupes françaises vont tomber dans une embuscade, dans une sorte de guet-apens mise en œuvre par la Ligue de Venise, donc cette espèce de coalition anti-française qui réunissait les Vénitiens d'une part, mais les Milanais, le pape bien entendu, c'est lui qui est à l'origine de tout ça, le Saint-Empire, etc., et le royaume d'Aragon. Les troupes sont encerclées après le passage des Apennins et malgré leur infériorité numérique, ces troupes de Charles VIII vont réussir à échapper à la Ligue avec une espèce de force, de furie, d'énergie absolument indomptable. Et c'est là que les Italiens vont parler de cette furie française, de cette Furia Francese, qui du reste n'est pas une nouveauté. Si vous prenez la littérature en matière de bataille, vous verrez que très souvent on a associé les troupes françaises à cette espèce d'énergie combative absolument extraordinaire. Déjà, les Romains, rappelez-vous, parlaient du tumultus gallicus, de cette extraordinaire, de cette indomptable énergie des soldats gaulois. Voilà d'où vient la Furia Francese.